votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 8,85 m, un niveau record jamais atteint par le fleuve Sénégal. Conséquence, le Dandemayo submergé par les eaux. Même situation à Bakel où les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Elle lance un cri de détresse dans ce journal. Blocage des ressortissants sénégalais au Liban. L'État du Sénégal a invité à exécuter le plan de rapatriement annoncé il y a quelques jours. À l'initiative de cet appel, l'Action pour les droits humains et l'amitié en conférence de presse ce vendredi au siège d'Amnesty Sénégal. À la une de l'actualité politique, le non-respect du texte de l'article L61 interdisant toute forme de propagande 30 jours avant l'ouverture de la campagne électorale. Au banc des accusés, des responsables politiques du régime en place, mais aussi certains membres des partis de l'opposition. Et puis en sport, notamment en football, retenez ce nom, André Krul. Il s'agit du premier joueur néerlandais à poser ses baluchons dans un club sénégalais, gardien de but. Il vient renforcer l'Agel de Rufisque, déjà promu en Ligue 1, et veut l'aider à se hisser au sommet du championnat sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Bakel, où les populations victimes d'inondations causées par la crue du fleuve Sénégal confessent leur quotidien. Amertume, désespoir, frayeur permanente d'une montée des eaux, injoignabilité sont un calvaire qu'ils subissent la peur au ventre. Elles prient ces populations pour un retour à la normale, et cela dans les meilleurs délais. Ibrahim Kamara. La crue continue de hanter le sommeil des populations de la commune de Balou. Pour accéder à Yafera, la pirogue est le seul moyen. Les sinistres de la crue nous confient leur quotidien. Au réveil, on se contente seulement d'un peu d'eau puisée au fleuve, qu'on ajoute du Nescafé, un peu de sucre. Tôt le matin, on s'occupe d'abord des femmes et des enfants. Ensuite, le reste, on essaie de nous débrouiller et on économise pour ne pas épuiser nos stocks. Nous restons en bas. Quand nous sommes fatigués, on monte à l'étage. On prie le bon Dieu pour que l'eau ne nous trouve pas aussi à l'étage. C'est notre quotidien. C'est dur, très très dur, mais on s'en remet au bon Dieu. Nous sommes coupés du monde complètement. On ne peut pas joindre nos parents qui sont à l'extérieur. Ils ne savent pas ce que nous sommes devenus, nous aussi. C'est vraiment dur. Nous vivons à l'Antiquité à l'heure actuelle. Depuis que je me suis marié dans ce village, c'est la première fois que je vois ce genre de situation. À l'intérieur du village, une pirogue nous achemine vers l'extérieur. À quelques kilomètres de la grande bourgade se trouvent d'autres sinistrés qui s'y sont installés sous des tents. Kongani aussi, même décor. Ce cultivateur sort de son champ à bord d'une pirogue, le cœur meurtri. J'ai tout perdu dans l'eau, complètement tout. Tout mon champ est englouti. Il ne me reste plus rien. Arundu, Golmi, Balou et d'autres localités des pays riverains tels que Djagili ou Wumpu en Mauritanie et des villages de la commune de Tafsirga et Lani au Mali ne sont pas épargnés du déluge. Et avec 8,85 m, le fleuve Sénégal a atteint le niveau le plus critique de son histoire. Conséquence dans le Fouta, toutes les localités du Dandemayo sont inondées, mais c'est le sort des familles déplacées qui demeure une préoccupation dans la zone. Il n'existe plus à l'heure actuelle de tentes pour leur servir d'abri. En visite chez les habitants de Belli Diallo, le président de l'association des chefs de village de Matam interpelle le gouvernement. Le point, c'est avec Ali Bandelian. Le fleuve Sénégal qui poursuit sa montée a atteint aujourd'hui les 8,85 m à la station de Matam pour accentuer la souffrance des populations envahies par les eaux. Au moment où les habitants de Belli Diallo attendent toujours des tentes pour trouver refuge, aujourd'hui toutes les localités du Dandemayo sont inondées. De Dembankani à Wodobere et de Djamel à Sinthiou-Diamdior, des centaines de familles sans abri continuent d'interpeller le gouvernement. Je suis arrivé ici. Je leur ai dit que cette situation elle est insupportable, surtout pour les femmes et les enfants. Ce qu'il faut, c'est de tout faire pour vraiment essayer de déplacer la population et les mettre un peu dans des
des situations ou dans des lieux un peu beaucoup plus confortables. Parce que là, vous voyez, l'eau est en train d'avancer. Et là, ce n'est pas du tout assez sûr pour que la population puisse rester là, surtout avec les jeunes enfants. Moi, personnellement, je me demande comment elle va passer la nuit. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement dur. 8 milliards, pour quand? Est-ce que nous, on a le temps d'attendre? On n'a pas le temps d'attendre. Moi, je pense que le plus urgent, c'est de mettre cette population un peu à l'abri. Cette pluie exceptionnelle n'épargne pas les rizières. À l'heure actuelle, plus de 1000 hectares de riz sont inondés et plus de 2000 hectares des aménagements complètement dévastés. Sur le terrain, les autorités administratives locales tentent de soulager les sinistrés avec les moyens du bord. De Kanel à Matam, les préfets des 2 départements, assistés des forces de défense et de sécurité, ont fini de mobiliser les ressources disponibles, mais visiblement insignifiantes face à l'ampleur du sinistre. Et face à cette calamité, le Forum du Justiciable témoigne sa compassion et sa solidarité envers les victimes du débordement du fleuve Sénégal. Le Forum du Justiciable invite les autorités sénégalaises, au-delà des actions entreprises pour soulager et venir en aide aux populations, bien à mobiliser tous les moyens nécessaires pour soulager durablement les victimes, mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour prévenir ces types d'incidents et veiller à la sauvegarde des droits de ces personnes impactées, notamment le droit de vote en perspective des prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Un communiqué fait à Dakar le 18 octobre 2024 est signé par le bureau exécutif. Naturellement, les cours n'ont pas pu démarrer dans les zones impactées par la remontée des eaux du fleuve Sénégal. Des retards qui sont enregistrés et qui inquiètent des acteurs du système éducatif. Selon le secrétaire général du CELS, Amidou Djedjou, il faut aller le plus rapidement possible vers l'académisation du système par souci d'équilibre, ce qui pourrait, selon lui, permettre aux inspecteurs d'académie d'être autonomes et de pouvoir gérer leurs programmes selon les contextes. Alassane Ba et Amadouba pour plus de détails. Les enseignements apprentissages paralysés, une vingtaine d'écoles abandonnées. L'une des conséquences de la remontée des eaux du fleuve. Les enseignants et les élèves ont quitté les lieux dès les premières heures, essayant de trouver des solutions au spectacle qui s'offrait à eux. Sur ces images, des professeurs du lycée de Diawara qui n'avaient que leurs yeux pour constater les dégâts. Cher Top en fait partie. En l'espace de quelques jours, tout le système éducatif s'est retrouvé paralysé. Les établissements scolaires, habituellement lieux de savoir et d'espoir, se sont même transformés en lacs improvisés, forçant d'ailleurs élèves et enseignants à abandonner les salles de classe. Quant aux enseignants également, leur situation est tout aussi dramatique, car beaucoup d'entre eux ont perdu leur logement, engloutis aussi sous les eaux, avec tout ce qu'ils possédaient, meubles, effets personnels, matériel de travail. Exprimer toute ma compassion aux populations de la zone qui sont impactées, mais singulièrement aux enseignants et à la communauté éducative. Nous avons d'ailleurs, nous avons pris le soin d'entrer en contact avec l'IF de Bakel, qui a fait un état d'une vingtaine d'écoles qui seraient impactées. Une vingtaine d'écoles, dont 2 qui ont servi d'abri. Le secrétaire général du CELS suit de très près la situation, exprimant sa compassion. Amidou Djedjou prône pour l'académisation du système éducatif pour une meilleure gestion. Il ne sert à rien pour nous d'être cantonnés à ce que nous faisions il y a 10 ans, 20 ans, en termes d'agenda scolaire. Ça, c'est la première chose, parce que le changement climatique fait que jusqu'au mois d'octobre, à la mi-octobre, nous recevons encore de fortes pluies partout dans le pays. Donc l'idée que la COSYDEP développe liée à revoir l'agenda, le calendrier scolaire pour moi me paraît pertinente. Mais autre chose, si à Bakel, à Kidira ou dans d'autres zones pour un autre phénomène climatique, les gens ne peuvent pas démarrer, moi ça me renvoie à l'idée de l'académisation de la gestion de nos écoles. Ça ne signifie pas que chacun doit y aller de manière dispersée, mais quand le ministre de l'Éducation nationale lui-même dit qu'il est temps pour chaque acteur de se libérer, moi ça me renvoie également à cette question. Il faut que l'on donne beaucoup plus de pouvoir, d'appréciation aux IA. Les conséquences se font déjà donc sentir pour l'année scolaire en cours. Car même si la situation venait à revenir à la normale, les eaux stagnantes devraient être retirées de la ville de Diawara et des établissements scolaires, et une désinfection complète même et un nettoyage intensif
s'impose dans l'urgence, à mon avis. Les enseignants et les élèves des zones impactées vont encore attendre un bon moment avant la reprise des enseignements-apprentissages. Alassane Ba, merci. Nous poursuivons ce journal avec l'école publique qui serait en train de mourir de sa belle mort. C'est l'avis de l'Union syndicale pour une éducation de qualité, l'USEC. L'Union syndicale qui regroupe entre autres syndicats le CELS, l'UDEN, mais aussi le SUDES. L'USEC entend porter le plaidoyer auprès de l'autorité pour redorer le blason de l'école publique sénégalaise. Un atelier s'est tenu dans ce sens. Écoutons à ce propos Abdourahmane Gueye. Il est membre de l'USEC et ses propos sont recueillis par Ibrahim Akan et Modou Diop. Bon, aujourd'hui, nous avons tenu cet atelier pour mettre en place une alliance nationale. C'est en réalité l'aboutissement d'un long processus qui est parti d'un constat selon lequel au Sénégal, l'école publique est en train de mourir de sa plus belle mort. Et nous avons constaté que si on n'y prend pas garde, par la privatisation et la marchandisation, cette école-là, qui est l'école du peuple, qui est l'école des démunis, ne va plus jouer, en tout cas, son rôle d'antan. C'est pourquoi nous avons fait appel à tous les acteurs qui gravitent autour du secteur de l'éducation et de la formation pour qu'ensemble, nous puissions asseoir un argumentaire qui va nous permettre de porter le plaidoyer et le lobbying auprès des décideurs. Parce que quoi que nous disions, les syndicats, la presse, les élèves, l'association des parents d'élèves ne peuvent que donner leur input. La décision quand même, elle est portée par l'autorité. Et je vous l'annonçais en titre, le sort des ressortissants sénégalais bloqués au Liban préoccupe au plus haut point l'action pour les droits humains et l'amitié. L'organisation appelle l'État du Sénégal à mettre en exécution son plan de rapatriement annoncé il y a quelques jours. Déclaration faite ce vendredi à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce matin au siège d'Amnesty International. Nous écoutons les membres de l'organisation. Ils nous en disent plus au micro d'Alassane Diop et d'Alioune Diagne. Ils sont au moins 900 Sénégalais piégés au sud du Liban. Et Amine El Ali était l'une d'eux. Rentrée au Sénégal pour un vol commercial, elle raconte son vécu. Liban là nekkoon maa ngi woon côté sud Nabatiye. J'étais à Nabatiya, dans le sud du Liban. Au début des bombardements, on a quitté là-bas parce que beaucoup de mes amis avaient péri devant moi. On voulait aller à Beyrouth, mais il n'y avait pas de voiture. On a marché jusqu'à tomber sur des gens qui nous ont emmenés là-bas. Puis ils nous ont laissés sur une rue où il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. On était sur la rue sans eau ni nourriture, encore moins d'habits. Toutes nos maisons ont été bombardées. Il ne nous restait rien. doon toog amuñu woon lu ñuy lekk amuñu woon lu ñuy naan yére sax jëluñu dara ci suñu kër parce que suñu kër gi yëpp a daanu ba ci suuf. Des jours difficiles témoignent Aminé, même loin des bombardements, les séquelles sont toujours là, des images lourdes pour elle. Foofu dafa metti woon parce que ñoom dañ doon sànni ay bomb comme genre grenade daal bomb yu am ay kii xet yu bon doo gis. C'était très difficile parce qu'on nous lançait des bombes et des lacrymogènes. On ne pouvait pas voir, ce qui nous a rendus malades. J'essaie d'oublier les images, mais j'y arrive pas. Personnellement, j'ai toussé du sang. Jusqu'à présent, te maa ngi doon tifli deret léegi maa ngi nii di sëqët ba léegi. Aminé lance un cri de détresse aux autorités sénégalaises de diligenter des secours au plus vite pour sauver les compatriotes. Je veux qu'on vienne en aide les Sénégalais qui sont là-bas. Il y a nos frères et sœurs encore. C'est une situation compliquée pour eux et ça va de mal en pire. Alors que les premiers rapatriements sont annoncés dans les prochaines heures, en attendant, chaque minute de perdu est un supplice pour ceux qui sont encore là-bas. Elle s'appelle Adama Meng, c'est une Sénégalaise qui a pu s'échapper du Liban alors que des centaines d'autres compatriotes restent encore entre bombardements et manque de vivres. Elle revient sur les conditions de vie qui sont devenues exécrables. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Alassane Diop et d'Alioune Diagne.
parler, alerter l'opinion publique nationale et internationale sur la situation des Sénégalais qui sont bloqués au Liban, autant pour moi. Donc, par rapport à cette situation, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bombardements. Pour juste rappeler, bien avant, il y avait des compatriotes qui avaient alerté. Lorsqu'ils avaient alerté, c'était par rapport à cette situation-là. On a vu le 6, malheureusement, une de nos compatriotes, Anna Djedjou, qui a été tuée à la suite de ces bombardements-là. Notre ministre était sorti pour dire que dans les jours à venir, c'était le 15, le 17, il y aura des vols qui vont atterrir ici au Sénégal pour rapatrier nos compatriotes. Malheureusement, on a dépassé ces dates-là et jusqu'à présent, ils ne sont pas là. Maintenant, en les rapatriant, il y a 3 mesures que nous pensons qu'il faudra diligenter, parce que nous sommes solution. La première, c'est quoi? C'est de prendre des personnes qui sont rapatriées, plus ceux qui ont pu venir par vol commercial, d'essayer d'encadrer ces personnes-là pour l'accompagnement psychologique. L'autre accompagnement, c'est sanitaire. Vous avez vu, elle n'arrête pas de tousser. Elle toussait du sang. Donc, il faut l'accompagnement sanitaire. Ensuite, la réinsertion sociale. Et vous l'avez sans doute remarqué et puis rectifié certainement, il ne s'agit pas d'une compatriote mais plutôt d'un compatriote qui s'appelle Adam Meng et qui a alerté sur l'urgence d'un accompagnement sanitaire pour nos compatriotes restés bloqués au Liban. À la une de l'actualité politique, l'article L61 interdisant toute forme de propagande un mois avant le début de la campagne est foulé aux pieds par les tenants du pouvoir mais aussi certains partis de l'opposition. Les tactiques en vue de contourner l'article sont diverses et variées et l'avènement des nouvelles technologies, il faut le dire, impacte l'application de la loi. Les détails, c'est avec Pape Faraninga. Durant 30 jours précédant la campagne électorale, il interdit toute propagande déguisée ayant pour support médias nationaux, publics et privés. Cette disposition du code électoral a été foulée aux pieds par toutes les entités. Mais ici, il n'y a pas de pression autre que quelqu'un qui veut simplement profiter d'un moment de confusion pour faire de la campagne. Qu'on le veuille ou non, c'est de la campagne. Et là, je dis, il est en violation du code. En temps normal, je dis bien en temps normal, jusqu'à maintenant, ce qui se passait. Et relativement à cet article L61 du code électoral, c'était que le CNRA, le régulateur donc, régulait tout ce qu'on appelle les médias classiques. Comme tout le monde le constate, cela n'est pas appliqué du tout. On prévoit que c'est l'organe de régulation, ici au Sénégal, le CNRA, qui est chargé de contrôler l'effectivité de cette disposition. Avec l'évolution des nouvelles technologies, cet article L61 n'est-il pas obsolète? Aujourd'hui, la technologie est telle que vraiment il sera difficile de faire appliquer ça. Je pense que trop de restrictions tuent la restriction. Il faut se limiter au fait que pour que le citoyen, l'électeur puisse rester seul avec sa conscience. Ce qui se passe, qui contrôle qui, vous allez me pas dire, je ne sais pas, qui régule qui. Le régulateur est toujours là, le CNRA il est là. Mais si le CNRA lui-même est bousculé par le contexte dit de élection anticipée. La presse n'est pas exempte de reproches, mais pour les éditeurs, la situation oblige. Compte tenu de la situation de la presse aujourd'hui, mais les gens ont besoin de vivre et vont utiliser leur intelligence pour déguiser, pour avoir des émissions où en réalité c'est la propagande pure et simple. C'est autant valable pour l'opposition que pour le régime au pouvoir. D'ailleurs, dans le texte, il est indiqué que des tournées économiques, quand on parle de tournées économiques, on parle nécessairement du pouvoir en place. À une semaine de l'ouverture de la campagne électorale, l'on se croirait déjà dedans, car chaque jour on assiste à des propagandes non déguisées. Parfois même, ce sont les autorités qui bafouent toutes les règles.
Et l'image a fait le tour de la toile. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tenue treillis militaire au secours des populations dans le nord mais aussi le sud-est du pays. Une stratégie de communication avec de nombreux symboles. Bakary Domingo Mané et Bachir Fofana nous en disent plus au micro de Dissa Prera et Alioune Diagne. Et on me fait signe qu'on aura certainement cet élément avant la fin de ce journal. Nous passons aux organisations syndicales du secteur de la santé, 10 organisations plus précisément, qui se sont réunies à Mbour cet après-midi pour alerter les autorités sur la grève qu'elles prévoient de faire du 11 au 13 novembre prochain. Ce mardi 22 octobre, elles ont prévu une marche pour demander le respect du protocole du 10 mai 2022, lequel vise à améliorer les conditions de travail du personnel de santé. Nous écoutons à ce propos Souleymane Diop Mané, vice-président de la Fédération des syndicats de santé. Il nous en dit plus au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Partie du protocole du 10 mai 2022 qui avait été signé entre le gouvernement, l'ancien régime et les organisations des syndicats du secteur de la santé. Protocole dans lequel nous avions eu des difficultés de matérialisation, notamment la question de l'indemnité de risque qui devrait être accordée à tous les travailleurs du secteur de la santé. Malheureusement, le montant qui avait été attribué et décaissé a été retourné pour l'essentiel parce qu'on n'a eu à exécuter que moins de 2 milliards sur le montant et le reste avait été reversé au ministère des Finances. On ne sait pas les raisons pour lesquelles cela a été fait, alors qu'il y avait des ayants droit qui n'ont pas pu percevoir. Alors, l'année suivante, en 2023, un budget de 8 milliards avait été reconduit, plus les 6 milliards qui restaient à payer dans l'ancienne subvention, ce qui faisait à peu près 14 milliards. 14 milliards qui ont été finalement retournés encore au ministère des Finances. Et donc nous sommes restés dans cette situation qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui devraient être bénéficiaires ne le sont pas. Voilà un peu la désolation que nous avions eue par rapport à cette question. Il s'y ajoute également que la question de remboursement des frais et de prise en charge de la politique de gratuité qui devrait être accordée aux structures de santé n'a pas été faite comme nous l'avions demandé. Le directeur général du port autonome de Dakar met fin à la polémique concernant la date de chavirement du navire Princesse Jessica. Waly Diouf Bodian affirme que le mardi 15 octobre est bien la bonne date de l'incident. Il ajoute que ces types d'accidents sont fréquents dans les ports. De plus, le bateau était en retrait depuis le début du mois d'octobre 2023, selon lui. Toutefois, son chavirement n'a pas causé de dégâts de nature à entraver le bon fonctionnement des activités portuaires. Par ailleurs, l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, a ouvert une enquête et le renflouement de ce navire, mais aussi de 9 autres navires, est prévu très prochainement. Le reportage est signé à Habib Faye. Jusque-là, l'on était habitué aux accidents de la circulation routière dans la capitale sénégalaise. Mais aujourd'hui, on parle d'accidents maritimes. Amarré au port de Dakar il y a de cela 1 an, ce navire a été heurté par un bateau entraînant son chavirement. Des incidents du genre pas du tout nouveaux au niveau des ports, selon Waly Diouf Bodian, directeur général du port, qui retrace le film de l'incident. Une collision entre des navires, c'est possible, ça arrive. On fait tout pour minimiser, pour qu'il y ait le moins d'accidents que possible. On n'avait pas de cargaison en tant que tel, mais l'autre navire qui l'a percuté a pu continuer normalement ses activités. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un incident qui n'a pas eu d'impact sur l'activité portuaire. L'activité portuaire, comme vous avez dû le noter, est en train de se dérouler le plus normalement du monde. D'autres bateaux se trouvent au fond des eaux et leur renflouement sont prévus, informe-t-il. Aujourd'hui, nous avons même un projet de renflouement de 9 navires. C'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de navires qui pour une raison ou pour une autre, peuvent être amenés à couler au niveau du port de Dakar.
Plus de peur que de mal, dit-il, car à bord du navire se trouvaient 3 personnes qui sont sorties indemnes. Il y avait peut-être 3 ou 4 personnes, mais c'est que les personnes ont eu le temps de quitter parce que dès qu'il y a eu collision, le navire n'a pas coulé immédiatement. Donc ils ont eu le temps de s'extirper. Sur la polémique autour du jour du chavirement, Waly Diouf Bodian se veut clair. C'est mardi. En fait, l'incident s'est déroulé mardi. Moi, j'étais même... je revenais de la Chine. J'étais hors du pays lorsque l'incident a eu lieu, mais on me l'a signalé. C'était pas hier, c'était effectivement le mardi. Oui. C'était pas le week-end? Non, c'était pas le week-end. Resté longtemps en retrait, le bateau Princesse Jessica est au fond de l'océan. L'Agence nationale des affaires maritimes a ouvert une enquête pour élucider l'affaire au port autonome de Dakar. L'actualité économique avec ces zones d'aménagement prioritaires identifiées à l'issue d'un atelier tenu avec l'APIX et l'ANAT. Objectif, réparer les préjudices souvent subis par les paysans sénégalais. Des baux leur seront désormais distribués pour des garanties bancaires. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'APIX, Bakary Segabachili, qui nous en dit plus au micro de Mamadou Fall. L'État du Sénégal joue sur ces 2 leviers, l'investissement et aujourd'hui le développement économique, social et communautaire. Et à ce niveau-là, nous sommes conscients de ces enjeux et permettre justement à sécuriser autant les petits producteurs, autant les grands investisseurs. Il fallait aujourd'hui apporter une réponse et cette réponse-là va permettre à tout un chacun de pouvoir cohabiter. Et je profite de l'occasion aussi pour préciser une chose qui est très importante. Les baux qui seront accordés, quels que soient les baux industriels, agricoles ou autres, sont conditionnés par un investissement. Il ne s'agira pas seulement de disposer du foncier et de faire de la spéculation parce que cette spéculation-là ne sera pas possible. Parce que ce sera sécurisé uniquement pour la destination finale, c'est pour un investissement pour l'appareil productif de l'État. Donc il ne peut pas y avoir à ce niveau-là, seront destinés à cette et ça permet, et pour pouvoir bénéficier de ces superficies, il faudra aussi se formaliser. Donc vous voyez, il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place, qui va permettre la formalisation, la mise à disposition des baux, la mise à disposition du financement nécessaire, et ce qui va renforcer encore une fois le tissu économique et le tissu industriel du Sénégal. Dans la région de Thiès, de nombreuses sociétés minières refusent de verser les fonds d'appui au développement local. Ce fonds est, je rappelle, destiné aux populations impactées. Le gouverneur de Thiès, Sayer Ndao, se dit très préoccupé par cette situation. Des mesures draconiennes seront prises selon lui pour obliger les récalcitrants à respecter les droits et règlements en vigueur. Déclaration faite aujourd'hui à l'occasion d'un forum sur les sociétés minières qui s'est tenu à Thiès. C'était en présence de nos reporters Charanta Diop et Seyla Tira. Le fonds d'appui au développement destiné aux populations impactées par les sociétés minières doit être mis à leur disposition pour venir en aide à la communauté. Le gouverneur de Thiès a sonné cette alerte à l'occasion du forum multi-acteurs. Les externalités de ces sociétés-là causent beaucoup de tort aux communautés. Et nous devons les réparer. Et cette façon de réparer passe par plusieurs leviers, dont la mobilisation de ces fonds d'appui au développement local. Et ça ne doit plus tarder. Maintenant, ce qu'il faut devenir, c'est quand est-ce que, au moment de l'année, on doit mettre à disposition ces fonds. Le gouverneur de Thiès exhorte les collectivités territoriales et la société civile à prendre des mesures concrètes pour faire face aux sociétés qui refusent de verser les fonds d'appui au développement. Ça, je pense qu'ils le savent. Maintenant, nous avons des sociétés minières. Si on ne les met pas la pression, ils ont tendance à faire comme ils le veulent. Et ça doit cesser. D'ailleurs, une étude a été faite dans ce sens par le groupe de suivi pour l'effectivité du fonds d'appui. La coordonnatrice. Cette étude a montré en fait que les fonds ne sont pas effectifs. Plusieurs sociétés n'ont pas encore versé ces fonds au niveau des collectivités territoriales. Nous avions conclu que seule la commune de Ngoundiane avait reçu une partie des fonds. Le gouverneur appelle les élus locaux à plus de professionnalisme dans la gestion de leurs collectivités territoriales pour que les plans de développement puissent être réactualisés en fonction des priorités.
La page des sports à présent avec du football. Il est le premier joueur néerlandais à poser ses baluchons dans un club sénégalais. Âgé de 37 ans, André Krul, que vous voyez sur ces images, gardien de but, vient de rejoindre les Rouges et Blancs de l'AGEL de Rufisque. La Ligue 1 professionnelle du Sénégal accueillera ainsi un joueur qui a évolué dans de nombreux clubs à travers le monde. Demi-finaliste de la Ligue des Champions 2019. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi, aider l'AGEL, récemment promu en Ligue 1, à se hisser le plus loin possible dans le championnat sénégalais qui va débuter ce week-end. Abdoulaye Diop est allé à sa rencontre, regardez. Jeff. Quelques mots en wolof suffisent déjà pour montrer qu'André est à l'aise dans son nouveau club, l'AGEL de Rufisque, loin de son pays natal. Nous félicitons. Alhamdulillah, assalamu alaikum, malikum salam. Gardien de but de 37 ans et le premier joueur néerlandais à évoluer dans un club sénégalais. Lui-même affirme être le premier de son pays à jouer en Afrique. Si au moins je joue au match ici, je suis le premier joueur de Pays-Bas qui a joué à tout le continent. Alors je crois que c'est un bon objectif. L'entraîneur des gardiens de l'AGEL se montre confiant quant à l'attitude et à l'expérience de son joueur. Il a joué sur pas mal d'équipes, donc il a beaucoup d'expérience. Donc sur le côté comportement, voilà, il est tout le temps prêt. C'est ça, lu am solo la ci goal parce que tay bu ñëpp toogee di wax tay le gardien doit se concentrer. Donc tay apport bobu indi nako. Dama koy wax les autres gardiens, mané len gis ngeen Krul, à chaque fois il est concentré. André, fier de son parcours, a en effet joué dans plusieurs clubs européens, notamment aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam et AZ Al-Akmar. Non, en Pays-Bas, j'ai joué pour le club plus fameux, c'est son AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, Ajax Amsterdam. J'ai joué à la Colombie, Australie, Japon, Porto Rico, Allemagne, Gibraltar, Malta et Belgique. Bien qu'il n'ait jamais été titulaire dans ces grands clubs, André a fait partie de l'équipe de l'Ajax qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2019. En tant que remplaçant d'André Onana, l'actuel gardien de but de Manchester United. C'était l'équipe c'était en avec Ten Hag, 2018 et 2019. Alors, nous avons joué la semi-finale de Champions League avec les joueurs de Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt. C'était une très bonne équipe. Alors, je suis heureux que j'étais partie de cette équipe. Bah, je ne jouais pas parce que oui, le niveau était très très haut. Par exemple, quand j'ai joué à Ajax, André Onana, le gardien de Manchester United et de Cameroun, était le numéro 1. Alors tu peux imaginer que c'est très très difficile. Ambitieux, André ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière après un passage au Ghana où des blessures l'ont empêché de jouer. Il est rentré chez lui. J'ai eu une autre blessure. À nouveau, je ne pouvais pas jouer pour 5 mois. Alors, je ne pouvais tout ensemble, je ne pouvais pas jouer pour une année. Après, l'idée était pour signer un contrat en Tanzanie, mais le club était trop tard avec le enregistrement. Alors là-bas aussi, je ne pouvais pas jouer. Et j'espère qu'ici, j'ai plus de bonheur. C'est ainsi qu'il a dit. Donc, c'était un peu difficile les discussions. Bon, ci conditions yi ñuy dundee ñun xam nga comme on dit Afrique moom des fois tout n'est pas aussi rose, mais alhamdulillah on se plaint pas parce que fi mu dëkk wax dëgg yàlla moom il ne se plaint pas. J'espère bien que ni sànq waxtaan ngeen ak moom lépp commodité yi war yëpp defal nañ ko comme nit ku vraiment fi mu war a dëkk ak ni mu war a dëkkee, donc jox nañ ko dëkkuwaay bu baax defal ko ay conditions yu baax. Le gardien titulaire de l'équipe participe également à son intégration et estime qu'André pourrait être un atout majeur pour l'équipe. Moi, des fois, je joue, je suis
ci joueur bi naka la tudd wala joueur bi naka la tudd mais man tamit amu problème boobu en plus su ma laajee damay ñëw tamit damay ñëw si ginnaawam des fois buy góol damay toog si ginnaaw kan di ko wax kii nii la tudd kii nii la tudd wala ni ngay waxee kii ak ni ngay wax kii mais moom amul problème boobu quoi wax dëgg yàlla. AJEL est prêt pour le coup d'envoi du championnat sénégalais ce dimanche et prépare surtout le derby local face à leurs voisins du Teungueth FC, les champions en titre. Le Casa Sport, équipe fanion du football en Casamance, est fin prête pour aborder la première journée du championnat de Ligue 1 prévu ce dimanche à Dakar. Les entraînements se sont bien déroulés. L'administration de l'équipe a décidé que celle-ci recevra les équipes adverses dans la région de Dakar, et cela en attendant la livraison du stade Aline Sitoé Diatta, actuellement en réfection. Je vous propose d'écouter les explications de Bala Badji, le coach de l'équipe. Il nous en dit plus au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Tout le monde l'a vu, il y a un très bon élan d'esprit. Même dans la préparation, c'était la même chose. Les gosses sont prêts, les gosses sont déterminés. De les conseiller, de leur faire savoir qu'aujourd'hui le Casa c'est un grand club, un club qui a eu des difficultés l'année dernière et que cette année on est attendu. On est attendu, donc que tout le monde soit prêt, tout le monde soit conscient. Après, dans le travail, ils l'ont très bien fait. À ce point, aujourd'hui, je vois que c'est une équipe très jeune qui demande beaucoup de soutien. Lorsqu'on a pris l'équipe, on a fait une détection de par la région. D'abord les clubs de la région, ensuite les joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 qui veulent rejoindre le Casa. Donc aujourd'hui, le défi est énorme, c'est vrai. Mais après, on est dans le football. C'est travailler d'abord. Après, demain, c'est Dieu qui l'a. On a préféré aller à Dakar parce que 80% de nos matchs, là tu ne te déplaceras pas, c'est là-bas à Dakar. Donc aujourd'hui c'est une équipe qui devrait bouger 16 fois. Voilà donc des propos recueillis plus tôt par Lamine Ba et Lamine Mondjan. Nous leur faisons un gros coucou à cette équipe de reporters au sud du Sénégal et notamment à Ziguinchor. Fin de ce journal, l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et restez avec nous. Tout de suite, Soir d'info, nous parlons d'économie, nous parlons des états généraux sur l'industrie et le commerce. Vous le savez, des concertations nationales ont lieu depuis hier au CICAD de Diamaniadio et nous parlons de tout ça avec l'autorité. Voilà, à tout de suite.